C'est Noël. Mais oui, c'est Noël. Alors Saint-Nicolas est passé? Oui, Il devrait y Saint-Nicolas, avoir... Santa Claus, Papa Noël. Ouais, je l'attendais depuis 6 mois. C'était mon cadeau de Noël. Je pensais pas qu'il arriverait pour Noël, en fait, hein. Je pensais qu'il arriverait cet hiver, cet été. Mais j'ai reçu un gros colis que je suis allé chercher aujourd'hui et j'ai attendu, là, c'était hier soir, enfin, vers 18h. J'ai attendu d'être avec toi pour l'ouvrir. On va faire un unboxing et on va découvrir ce que c'est. Je suis très Alors, moi, je sais ce que impatient. c'est, mais Ça pèse attends. combien? 5-6 kilos, Cinq quelque six chose comme kilos. ça. Bon, c'est vraiment le truc de unboxing, c'est au 4e degré là. Je vois que t'es bien équipé en tout cas, t'as un super... Bah, c'est un petit couteau de cuisine, épluche légumes. Oula, il y a plein de. C'est bien j- protégé. J'espère que c'est celle qui se dissout dans ton bain. Les chips. Ah la vache, il y en a noir partout. Ah, putain. Bon, alors, surprise, surprise. Ah, C'est putain, une ça va être piscine à dégueu. boules que t'as acheté? Ouais, c'est ça. En plus, il y a l'électricité statique, donc ça Ouais. colle. Ah, oh, mais il y a quelque chose dedans. Un carton plus Ah, petit. il y a une matrioshka. Oh la vache. Saisis la bête. Ok, donc là je vois du papier bulle. Il y a un gros papier bulle là. Ah, attends. Ah putain, c'est en train de filer à travers le papier bulle. Je vais aller chercher au fond. Ok. Pouvoir dégager le carton. Il y a encore pas mal Damn. d'appart. Ça va être le régal de tes enfants, ça. Je vérifie s'il n'y a pas quelque chose au fond. Je crois pas. Bon alors, on va découvrir la surprise. Ouais. Non, ça sent un peu les huiles essentielles. Ah oui? Est-ce que ça serait bien le genre Ah ouais, en fait, plus on le sort, plus ça a l'air lourd. C'est vrai, hein, là, à bout de Puisque bras, oui, le poids se concentre. ouais, le poisson centre. Ah, Ok, d'accord. Donc ça a l'air d'être une coupe du monde, un trophée, il y a un petit un mot écrit certificat. en lettres anglaises. Atelier Missor. Atelier Missor. Ah. Buste en bronze. Tirage à la cire perdue. Doré à la feuille d'or libre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 23,5 carats. Fait main en France. Certificat d'authenticité délivré à Nice le 12 décembre 2020. Signé Missor. Ah oui, donc c'est tout frais. Ah, ouais, C'est un buste très jolie de. écriture. Ah, ouais, ouais. Il y a une calligraphe, je crois, dans l'équipe. Et c'est un buste, bah, je ne vais pas dire tout de suite. Alors voilà, une espèce de. C'est un buste de Mbappé, non? C'était, on dirait, la Coupe du Monde. Non, ce n'est pas, ils ne font pas encore de buste de Mbappé. Ils ne font d'ailleurs pas de buste de partout. Attends, il est encore. Il y a une prise d'otage. On voit un petit piétement en velours. Dis donc, c'est à l'acide et tout. Magnifique! Waouh, Peterson. Je reconnais. Regarde ça. Monsieur Jourdain Peterson. Oh Ah là oui, là là c'est là. très très joli, hein, Oh là 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 là. En fait, avec la tête légèrement inclinée. comme ça, là, puis regarde, doré, la feuille Ah d'or, là, oui, c'est ça c'est à l'antique. Il a l'inscription. été, il a été patiné à l'acide. Oh, dis donc. En fait, je l'ai vu il y a 15 jours. Ah, il y a encore des petites feuilles d'or, là. Il y a encore des.
Et Et c'est encore purement artisanal. non, ouais, ouais, tout à fait. Je les ai vus en train de dorer des couronnes de laurier de Bonaparte Oui. ou l'auréole en bronze de Jeanne d'Arc à la feuille d'or. Il y en avait, et la fille la doreuse, elle en avait plein les cheveux et le plus comme ça. C'était super. Et ben voilà, j'ai reçu. Je suis pas déçu. C'est un bel ouvrage. Hein. Voilà. C'est fort, hein, je trouve, Ouais. de savoir. À la cire perdue, tu te rends compte? Ça, c'est Bah, un. explique-moi ce que ça veut dire, parce que ça Alors, dépasse mon ils vocabulaire. ont un. Comment est-ce qu'ils font déjà? Je vais me poser. Euh, la technique de la cire perdue, ça consiste à faire un modèle de cette statue en cire. Et alors, comment est-ce qu'on l'a fait? Je crois qu'il est d'après un original en plâtre. Ils ont un original en plâtre, une espèce de matrice. Et Ah, ils en retirent ouais, donc en un plâtre, modèle en cire. donc, mais extérieur, c'est-à-dire parce qu'en fait, je sais pas comment ça s'appelle en technique, mais il y a ce que tu as toi, et puis il y a l'inverse, tu vois, est-ce que quand tu fais un Ouais, le moule, négatif. ouais, Le le négatif. négatif. Ouais, mais ils font un positif en cire et ils vont le noyer dans le plâtre. Ok? Il y a des vidéos, hein, il faudra mettre des vidéos où ils Ouais. montrent un petit peu comment ils font. Enfin, c'est pas des vidéos didactiques sur la. C'est lourd, hein, ça pèse bien, ouais, 5 à 6 kilos, quoi. C'est massif. Et, euh, et C'est donc, creux, tu penses, à l'intérieur, ou non, c'est... non, 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 ah, non, non, Ouais. non, c'est plein. Peut-être que le, non, non, c'est plein. Peut-être que le pied, non, c'est pas possible, il est coulé d'un seul tenant. Et donc, tu noies la statue de cire, ça, en cire, dans le plâtre. Mhm. Et tu fais des petits trous et tu cuis le plâtre. Et alors, je crois que la cuisson du plâtre, c'est très compliqué. Rien que de cuire, tu cuis le plâtre à 700 degrés, quelque chose comme ça. Et la cire va fondre. Il faut le cuire à une certaine température parce qu'il ne faut pas qu'il se fonde. Tu vas voir pour la suite. La cire s'écoule. Et donc, et donc, il reste à l'intérieur de la boule de plâtre. La cire s'est écoulée par les petits trous qui ont été faits avant. Oui. Et il reste donc un trou à une forme creuse à l'intérieur dans laquelle tu vas couler du bronze. Tu vas couler un bronze. Et, euh, et ce bronze, c'est ça. Alors, évidemment, il faut que il faut que ce soit parfaitement homogène. Il faut que ça prenne toute la place. Il faut voir le détail des cheveux hein, quand tu regardes de près. C'est vraiment d'une finesse. Il y a même des espèces de creux. Regarde, je sais pas si on voit bien, mais il y a une espèce de creux assez profond, quoi, hein, quand même. Et donc le bronze doit être évidemment chauffé à des températures particulières. Ça doit enfin, on le voit sur leurs vidéos comme ça brûle. Hein. Et euh, et puis ensuite, ben, tu casses le plâtre. Et donc c'est pour ça que c'est chaque statue en fait est quasiment unique, parce qu'à chaque fois, t'as un modèle de cire qui est perdu et puis une fonte. Et elle m'a expliqué, hein, je suis allé en rendre visite en fait il y a 15 jours. Oui. J'étais de passage à Monaco chez un fournisseur. Et puis j'avais 2 heures à tirer avant de reprendre l'avion de Nice, l'aéroport de Nice. Et je suis allé voir, ils sont installés à Nice. Et ils étaient en train de. Ils étaient en train de travailler sur celui-là. Et alors, évidemment, il n'est pas du tout vert comme ça, hein, parce que le bronze, lorsque ça. Le bronze, c'est jaune d'or, quoi. Enfin, c'est une couleur jaune métallique. Euh, et donc, ils étaient. Et là, en fait, après la fonte, il y a encore plein d'imperfections. Il y a un travail considérable de ponçage de la Ah forme oui. enfin, brute. Ça sort pas du tout parfaitement, absolument nickel de la fonte. Il y a encore des tas d'excroissances parce qu'il faut imaginer qu'enfin, je me souviens, il y avait une espèce de gros machin de cuivre, là, de bronze qui sortait encore. Il y avait
enfin, c'est absolument imparfait. Et alors, il passe un temps dingue à le poncer. Imagine poncer du bronze, hein. Il faut avoir des machines, vraiment des papiers tout à fait spéciaux. Et puis après, il est patiné comme ça avec de l'acide. Alors, je sais pas, je sais que c'est à l'acide. Je sais pas Et comment il est. cette patine, en fait, elle s'obtient pas naturellement à l'air libre avec le temps? Sans doute, mais il faut, Ouais, puisque c'est du cuivre, hein, c'est le cuivre oxydé. Mais bon, un certain temps, ouais. il Et faudrait donc pour en 30 fait, ans. Il faudrait 30 ans ah pour ouais, obtenir. Tu vois, une toiture en cuivre, ça met un temps dingue. D'abord, ça devient brun. ouais. Euh, Au bout de 5, 6 ans, 10 ans, ça devient brun. Et ensuite, avant que ce soit vert, il faut qu'il y ait vraiment 30 ans quoi, avant que ce soit vert. Et donc, ils accélèrent l'oxydation avec des acides, je crois, hein. Je ne sais pas lesquels exactement, mais je sais que C'est- c'est à l'acide. Ouais, c'est vrai que actuellement les montres en bronze sont assez réputées. Et quand il est vert, les bandes, elles sont effectivement un peu plus orangées que l'or. Jaune, oui, orangé. Ouais, Oui. ouais. Donc effectivement, elles évoluent beaucoup avec le temps, hein. Et donc, il y a Et tout un travail de finition il me disait, hein, un travail de finition qui est. Donc, j'ai discuté avec Missor et son frère Massoud, je crois qu'ils sont d'origine iranienne. Et je parlais pendant 1 heure et demie avec eux, c'était passionnant, intéressant. Et il m'expliquait il y a autant de temps pour poncer, pour finir, pour fignoler le bronze, que de temps pour le couler, pour le préparer, pour faire la cire, etc. C'est vraiment la finition, ça prend un temps dingue. Et alors, donc, en visitant leur atelier qui bourdonnait, hein, il y avait une quinzaine de personnes, tous des jeunes hommes. Ils étaient tous en train de préparer en fait des bustes de plâtre. Parce qu'en fait, la principale de leur activité, c'est le plâtre. Et quand j'aurais demandé c'est quoi le pourcentage de bronze que vous faites, ben, ils m'ont dit c'est 3%, 2 à 3% de leurs bustes seulement sont en bronze. Évidemment, un bronze, ça coûte 5 fois environ le prix d'un buste en plâtre. ouais. Donc ils en font très très peu, mais ils sont en train de quitter, ils vont quitter Nice, cet atelier Missor, et pour revenir à Paris, dans le but de s'étendre, de développer, parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de succès. Ils ont même ils sont même des faux. Ils sont même copiés maintenant. Ils m'ont raconté qu'il y avait des gens qui arrivaient avec des bustes en plâtre, évidemment. Pardon, faire un faux en bronze, ça ne vaut pas la peine. Et des gens qui arrivaient avec des faux en plâtre en disant est-ce que c'est bien un vrai mais non, 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 c'est des copies. C'est une copie. Et donc, c'est la Fa- rançon de la gloire. C'est quand tu commences à être copié, ouais, c'est ouais. que, Et ça, ce sont des faux qui sont fabriqués en France j'ai ou aucune on idée. sait pas. C'est intéressant quand Je sais même, pas ouais. du tout. Euh, C'est dingue. Et leur, non, et alors, je sais pas du tout. et Ils ont pas précisé. en bronze, Euh, t'avais le choix entre quel, mais probablement parce que ça reste. Ils ont très très. Bref. en bronze, t'as le choix entre quel personnage? En fait, tu peux tous les avoir en bronze. Parce qu'en fait, Ah oui, d'accord. ils ont ils font du plâtre à la base. Et donc, alors leur succès numéro un, le buste numéro un, celui qui vend le plus, tiens-toi bien, c'est Marc Aurèle. Ah oui. Ah ok. Ouais, j'ai cru que c'était Napoléon ou Jeanne d'Arc, parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de pubs autour de Napoléon et Jeanne d'Arc dans leurs vidéos. C'est celui qui vend le plus. Mais en fait, celui qui vend le plus, c'est Marc Aurèle. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Marc Aurèle, c'est un empereur romain du IIe siècle, mais c'est aussi un philosophe stoïcien. Et le stoïcisme, c'est une philosophie pré-chrétienne qui met beaucoup l'accent sur la vertu et sur l'effort personnel. Et ça m'étonne pas finalement que ça soit. Et c'est très à la mode le stoïcisme. Mais ça m'étonne pas que ce soit finalement Marc Aurèle qui soit le plus leur vente numéro un, parce que le stoïcisme correspond tout à fait
au développement personnel, tu vois, à la mode du développement personnel. Ça, c'est vrai. Et puis peut-être que aussi Marc Aurèle est un personnage plus international que Napoléon et Jeanne d'Arc. Enfin, je suppose que des Ouais. Américains qui adorent le développement personnel, je suis pas sûr que ça les intéresserait d'avoir un buste de Jeanne d'Arc, à la rigueur de Napoléon. Non, mais c'est vrai en fait, hein, je pense que, enfin, je sais pas si vous avez Oui, mais parlé comme de, leurs ventes sont pas d'abord des ventes. Enfin, des espèces de copeaux de neige partout, hein. non, parce qu'ils ont fait quand même une excellente publicité pour leur buste Jordan Peterson là. Jordan Peterson destroys lazy student. Oui, Une oui, publicité oui, comme ça là sur YouTube. ah oui, elle est excellente, hein. Je la montre encore ce soir à mon neveu ici, là. Et qui a un neveu qui a 16 ans, et ça le faisait vraiment marrer, quoi. Et c'est un Ouais. garçon qui écoute Jordan Peterson aussi. Euh, mais je pense pas que ça soit. Alors, j'aurais pas demandé les statistiques de vente sur Peterson, mais ça m'étonnerait qu'ils en vendent beaucoup. Mais- Parce que ils se font très peu de cas. Et alors, Non, il y en non, a un. mais c'est une figure plus, comme Marc Aurèle, c'est une figure un peu plus internationale. Alors évidemment, je trouve qu'en fait, enfin, avoir un buste de Jordan Peterson, c'est un peu comme je sais pas, un aéroport Jean-Paul II. Enfin, ce genre de personnalité un peu, on sait qu'ils seront connus à l'avenir, mais en fait, ils sont très, très modernes. Et donc, quand on veut surtout un buste en bronze ou même en plâtre, en réalité, on a tendance à vouloir la personne qui a plus de durée dans le temps, comme Marc Aurèle. Oui, c'est sûr qu'en prenant Peterson, je prends un risque. Ouais. En fait, quel est le risque quand on s'intéresse à quand on prend un gourou? Alors, je prends le mot gourou. Pour moi, Peterson n'est pas un gourou, pour moi en tout cas. Mais il passe parfois, il est critiqué pour être un gourou. Et l'autre jour, il y avait quelqu'un. Ah oui, j'ai discuté avec une amie la semaine dernière qui était venue me rendre visite ici. Et elle me dit, ah, toi, t'as toujours été très, parce que j'arrêtais pas de parler de Peterson, enfin de citer des choses, des remarques de Peterson, des réflexions. Et elle me dit, ouais, t'as toujours été, t'as toujours eu des gourous comme ça. Elle me dit Friedrich Hayek, par exemple. C'est vrai que Hayek, c'est un des personnages qui, j'ai même appelé mon fils d'après les prénoms de Hayek. J'ai même donné les prénoms de Hayek. Hayek est cet économiste autrichien que j'ai beaucoup lu et que j'ai beaucoup cité, qui m'inspire beaucoup. Et là, en ce moment, c'est plutôt Peterson. Donc, j'ai des phases comme ça. Parce qu'en fait, on épuise certains auteurs. Il y en a qui s'épuisent jamais, les plus grands. Mais je me passionne pour un auteur comme Hayek ou maintenant Peterson. Et évidemment, le risque, c'est qu'il devienne, c'est qu'il s'épuise parce qu'il a moins de choses à dire, parce qu'il tourne en rond. Et puis les penseurs, même les plus grands, ne sont jamais absolument inépuisables. Ils ont toujours une certaine façon de voir les choses, et puis on peut s'en lasser. Mais je pense que le calcul sur Peterson, évidemment, j'ai pas, c'est pas un investissement, hein, c'est un hommage, c'est une présence d'avoir ce buste. Je le mettrai sur mon bureau certainement. Mais je pense que Peterson, d'abord, je connais ses limites. Je suis critique sur certains aspects, donc je ne le prends pas pour un gourou ou un dieu. Mhm. Et puis, en fait, comme il donne la parole, il discute avec des gens tout le temps, des gens très différents. Ça permet à sa pensée de pas tourner en rond alors, parfois il se répète, il va répéter les mêmes choses, mais bon, c'est des choses qui sont précieuses. Il y en a pas beaucoup dans la vie, donc forcément on les répète. Euh, mais en même temps, il renouvelle souvent ses réflexions, sa pensée. Et donc, c'est une sorte de maître à penser, non pas comme un perroquet. On n'est pas des perroquets répétant les aphorismes du maître, mais il apprend à penser. C'est comme ça qu'un maître a pensé, il apprend à penser. Et Ouais, ça, c'est précieux. ouais, je pense qu'il y a ça, et puis il y a évidemment toujours le phénomène de mode, que ça soit évidemment dans tout ce qui est habillement, mais également euh, dans les goûts, dans la philosophie.
Et donc, je sais pas, le fait que Marc Corel tout à coup revienne, enfin, je dis revient, je pense qu'il a toujours été un peu au centre, mais c'est vrai que le stoïcisme, moi, je me souviens pas que c'était un grand sujet il y a 10 ans. Et ça, en fait, voilà, enfin, ça me fait aussi un peu penser au phénomène de mode qu'on a eu avec les compositeurs de musique classique, où certains sont devenus très connus à titre posthume, alors que d'autres étaient très extrêmement connus de leur temps et puis sont tombés complètement dans l'oubli. Et donc, ce sera intéressant de voir quelle sera la position de Peterson justement dans 30 ans, dans 50 ans. Mais ouais, non, je vois ce que moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, c'est pas vraiment des gourous. Je pense qu'on a de la même manière qu'il y a ces phénomènes de mode, on a besoin de changer de temps en temps soit de centre d'intérêt, soit de personnes qu'on suit. Et, euh, et moi j'ai énormément écouté Jordan Peterson, surtout en fait quand j'ai fait un peu ce travail que sans doute toi t'as fait de rattrapage, c'est-à-dire que d'écouter en gros toutes ces conférences, enfin, les cycles de cours qu'il a fait. Alors, Euh, j'ai pas écouté ces cycles de cours sur Maps of Meaning. Ça, j'ai pas. ah oui, ok, moi je les ai à peu près tous faits, même plusieurs fois, parce que je crois qu'il y en avait euh, enfin, le cours qu'il avait donné, je disais en 2015, et puis le même cours qu'il a donné en 2016. Voilà, donc un peu les mêmes thèmes, mais pas exactement la même manière de raconter, puisque à chaque fois c'est un peu unique. Et donc, à ce moment-là, oui, j'ai vraiment écouté beaucoup d'heures de ce qu'il faisait, ce qu'il disait, et de ses cours. Et puis ensuite, il y a eu évidemment cette partie, période un peu triste où il a disparu, où il était en Russie dans son hôpital. Alors là, évidemment, ça a créé un peu un blanc. Et j'étais très surpris et même heureux de le voir qu'il a eu la possibilité de revenir, de recommencer, de se remettre au travail. Je me souviens que au début de son retour de maladie, il expliquait que c'était extrêmement pénible pour lui de travailler. Je ne sais pas à quel point c'est encore vrai aujourd'hui. Et puis surtout la professionnalisation qu'il a connue ces derniers temps avec notamment sa collaboration avec Ben Shapiro, hein, je crois Sur le Daily Wire. ouais, le Daily Wire. Et maintenant, la qualité de production de ces vidéos a vraiment beaucoup augmenté. Et puis, toujours les intervenants, même à l'époque, étaient déjà de qualité, mais ça continue et c'est de plus en plus un plaisir, hein. J'ai peur d'écouter, enfin m'abonner, de prendre un abonnement au Daily Wire et d'écouter sa série sur le livre de l'Exode. En fait, tu l'as fait, toi? T'as acheté un coup d'œil à ça? Non? Je vais finir par le faire, hein, mais j'ai un peu peur, en fait, parce que la première série sur le livre de la Genèse est tellement belle Ouais. que de refaire quelque chose d'aussi profond, d'aussi beau, ça paraît difficile, en fait. Ça paraît, donc je vais le faire, mais j'ai peur d'être déçu sur ce travail-là. Et qu'est-ce tu penses qu'en fait, il a pas le niveau ou alors tu penses que... Non, c'est parce que justement, je crois que ça sera trop professionnel. Ce qui est bon dans ces conférences sur le livre de la Genèse, c'est qu'il est seul avec son PowerPoint, son projecteur sur une scène de théâtre, avec une caméra fixe. Enfin, C'est toujours la même, dans un amphithéâtre. dans un amphithéâtre, ouais. Une caméra fixe sur lui. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de souci de production. Ouais. Il n'y a que lui, il n'y a que sa parole. Bon, son visage, ses gestes, ses mouvements, etc. Et donc, on est, on est peut-être plus proche parce qu'il n'y a pas de filtre. Alors que les extraits que j'ai pu voir sur le livre de l'Exode, ben, tu as des gros plans, ça reprend, tu as l'impression que c'est très construit et que c'est coupé parfois, tu vois. Ah oui, Alors que ces conférences sur l'Exode, sur la Genèse, c'est pas coupé, c'est ouais. brut, quoi. Mis comme C'est ça. vrai, c'est vrai, mais moi je vois quand même un apport, enfin disons, un progrès important
ne serait-ce que d'avoir une bonne prise de son, ce qui était quand même un peu un problème au début sur ces premières conférences et Certainement. qui font que c'est quand même un peu pénible à écouter. Bon, après, il s'améliorait beaucoup, mais enfin pour la technique, mais ouais, c'est curieux, intéressant ce que tu dis. J'irai voir. Non, Je vais regarder ça. il est non, comme tu dis, je pense que c'est très important bon, aujourd'hui, je pense que s'il devait continuer à faire ce qu'il fait, il se répéterait tout très souvent, et donc c'est très important qu'il aille échanger avec d'autres auteurs pour essayer de se nourrir, de changer un peu c'est d'ailleurs dans la vidéo, la publicité faite par Missor pour le buste de Jordan Peterson, il joue Il se eux-mêmes sur le moque. fait que voilà quoi, il y a un moment où ça commence à devenir répétitif. Il se moque, hein, sur Jung, etc. Oui, il y a des fois. Et puis, il n'a pas il a pas une très belle voix non plus. Donc, bon, les gens se moquent facilement de son ton très élevé, presque, presque nasillard. Ouais, Bon, voilà. Ensuite, ouais, il y a des imitations, gens qui se moquent de lui. Bon, c'est drôle, mais c'est pas grave. Pas de, il n'y a pas de, il y a pas de statut du commandeur à protéger. C'est pas ça du tout. C'est juste une personne. Pour revenir à Missor, donc Missor a l'intention d'arrêter les bustes en plâtre et de ne faire plus que du bronze. Ah, j'avoue que vu le faible flux de commandes, parce qu'un buste en bronze comme ça coûte 2000, 2500 euros. 2500 euros. C'est un autre budget que 400 ou 500 euros pour un buste en plâtre, quoi, hein. et parce que enfin, mais Je c'est sais pas, je crois là que où lui sera impliqué personnellement, c'est ça qui va arrêter, ou c'est c'est pour des l'atelier raisons, lui-même? je sais pas. Non, 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 il veut continuer l'atelier, mais il veut que cet atelier ne fasse plus que du bronze. Je Ah, pense que ok. c'est je pense que c'est un objectif moral et artistique, tu vois. Ils veulent parvenir ils veulent utiliser un matériau plus éternel que le plâtre. Et faire moins de séries, parce que là, dans leur atelier, tu avais des 50 Napoléon, 50 Marc Aurèle, 50 Jeanne d'Arc, quelques Chopin, Nietzsche, Dostoevsky. Leur statue de Dostoevsky est très belle, hein. C'est vraiment, si je vais en racheter une autre, ça serait un Dostoevsky. Et le Chopin, par exemple, ils vont l'arrêter. Je n'ai pas compris pourquoi. Euh, ils vont cesser, il m'a dit qu'ils allaient plutôt se concentrer sur des. J'ai demandé quels sont les nouveaux que vous voulez faire. Et ils m'ont dit que ce serait plutôt des antiques, des penseurs antiques, des Ok. figures antiques. Mais c'est vrai si j'en fais un Napoléon, pourquoi pas un Alexandre ou des Ouais. philosophes ou un Saint Paul, ou tu vois, c'est beau ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, ouais. Euh, ouais, j'essaie de réfléchir. Je pense que je pense pas qu'ils aient vraiment une ambition de masse en fait, hein, déjà. Comme tu dis, de Si, façon bah esthétique. si, parce que si, justement, ils m'ont dit, on veut, quand j'étais très étonné qu'ils veuillent quitter Nice pour aller à Paris, parce que leurs vidéos ne donnent pas sont très critiques vis-à-vis de Paris. En fait, ils ont Ouais. du mal à recruter, d'abord. Donc, le bassin d'emploi à Nice n'est pas assez profond pour eux. Ok. Puis il dit, bah, c'est à Paris que tout se passe, quoi. C'est à Paris qu'il y a les réseaux, qu'il y a les visites, qu'il y a et dans le but de développer, de faire beaucoup plus, de développer leur activité. Mais la développer en faisant que du bronze, faut, Ouais, mais bon, ils vont créer de la rareté, hein, c'est sûr, hein. Ils vont créer de la rareté aussi, d'ailleurs, en arrêtant certains modèles, hein. S'ils se mettent à arrêter certains c'est modèles, ben, il va y avoir un marché ouais. de deuxième mode. C'est pas extrêmement. Enfin, pour moi, c'est pas une direction qui est très étonnante. Je fais un peu je prends un peu une tangente, hein, mais c'est un phénomène qu'on observe beaucoup avec des entreprises qui se créent et qui commencent par un produit qui est peut-être pas leur produit rêvé,
Ils font un peu des compromis pour des questions techniques, pour des questions de coûts, aussi pour essayer de se créer un peu une base de clients. Et je pense, j'ai découvert récemment deux histoires qui m'ont vraiment intéressé. La première, c'est l'histoire de l'Europiana, qui est un fabricant de tissus italien, je crois Mhm. Cachemire. de Lombardie, notamment de Cachemire, ouais, de Com. Et, euh, et en fait, ils ont aussi des magasins, ce qui est en fait en réalité complètement différent, hein, que de produire des tissus. Donc, je crois qu'ils ont une gamme de tissus qu'ils vendent pour d'autres marques qui vont les utiliser et puis faire des vêtements, et puis les vêtements qu'ils font eux-mêmes et qui sont exorbitants en termes de prix. Et c'est des gens qui ont commencé simplement dans le commerce de tissus. Puis ensuite, ils ont commencé à faire leurs tissus eux-mêmes. Puis ensuite, ils ont commencé à faire leurs vêtements eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont dans une verticalisation telle qu'ils ont même leur propre troupeau de chèvres en Mongolie, etc. Et c'est vraiment assez étonnant. Et donc, on voit cette montée en gamme, en fait, bon, là, il y a une vraie verticalisation en plus du travail. Mais en fait, un- ils aboutissent à un point complètement différent de là où ils avaient commencé. Et j'ai entendu que c'était un phénomène, toute proportion gardée, similaire, qui était en train de se produire avec notamment les entreprises du groupe Inditex, donc Zara, Massimo Dutti, etc. Où en fait aujourd'hui ils se sont fait un nom, ils ont été beaucoup sur tout ce qui était bon marché, et en réalité ils sont en train de se faire laminer par les Shein et puis tous les Chinois, plus le ultra fast fashion, qui sont même parfois installés dans des ateliers, même en Angleterre parfois, mais dans des conditions très très rudimentaires, où c'est des tout petites séries qui sont produites très vite. Enfin voilà, des vêtements où il y a très peu de marge. Et justement, ils essayent de plus construire leur marque, et puis ils vont probablement en fait monter en gamme, et alors que à l'origine Zara et toutes ces marques étaient en fait là uniquement pour copier les grands designers qu'on connaît, des podiums, enfin des défilés, et ils copiaient tous leurs éléments, et puis ils les vendaient moins cher. Maintenant, bah, ils vont essayer de, de, de changer. Donc, on a à nouveau en fait un changement de braquet avec la maturité. Peut-être que c'est aussi un peu ça qui se passe pour Missor. Mhm. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est des artistes très étonnants. Je leur ai demandé aussi s'ils avaient des concurrents. Il y avait deux gens qui les imitaient. Elle a dit oui, quelques-uns, mais c'est vraiment personne n'arrive à se lancer. Ça demande quand même un savoir-faire qui est très étonnant, hein. Il ne s'agit pas seulement de sculpter. C'est déjà quelque chose de savoir sculpter, mais ensuite de reproduire la sculpture en plâtre, et ne parlons pas du bronze, qui est encore une autre technique, hein. J'ai à peine défriché tout à l'heure, enfin, de façon très sommaire, parce que j'y connais rien. Il y a, voilà, il y a pas d'autres personnes qui se mettent sur le marché. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des artistes qui se mettent à aller dans la même veine et à proposer d'autres figures. Mais il n'y en a pas. Peut-être que peut-être que l'idéologie des artistes est tellement opposée à ce que fait Missor, c'est-à-dire représenter des visages, représenter des personnes importantes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Moi, j'aime pas Napoléon, hein. J'aurais dit d'ailleurs. Il était en train de travailler sur une très grande statue, une statue de 3 mètres de haut Oui. de Napoléon en un nu. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Ils veulent l'offrir à la ville de Nice. À mon avis, le maire de Ah, Nice, il pardon, va je pensais que c'était qui. Ok, d'accord, c'est pas une une production. statue en pied, une statue en pied en bronze qui sont là, qui Ouais. travaillent en ce moment. Euh, D'ailleurs, et à ce propos, ça m'intéresserait qu'on parle maintenant ou un autre jour
du stoïcisme, en fait, de ce que toi, Ah ouais, j'y connais rien. tu connais On pas peut faire des grand-chose. recherches en attendant, mais Ouais. euh, j'y connais Parce pas que grand-chose. j'entends des choses assez variées, en fait, sur le sujet. À la fois des gens enfin, bah, tous ces gens dans le développement personnel trouvent ça très positif. Et puis j'entendais aussi Henri de Lesquin, par exemple, qui a une opinion très négative à ce sujet. Alors moi, j'ai Et- une opinion plutôt négative du stoïcisme. Pour moi, le stoïcisme, c'est une préparation au christianisme, mais c'est d'un niveau en dessous. Enfin, tu vois, dans la perfection de la voie spirituelle humaine, ouais, le stoïcisme, c'est un truc qui aboutit à une impasse. Et l'impasse, c'est principalement la grâce, en fait. La question de la grâce, est-ce que tu es capable de parvenir par tes propres forces à la perfection? Ben, la réponse est non. C'est réglé ouais. depuis longtemps, cette affaire, hein, en Ouais, mais, Occident au moins. mais pourtant, si tu prends, par exemple, les succès des Ayn Rand et de ses livres, c'est quand même enfin, c'est vraiment cette même philosophie, il me semble. Et, euh, et les gens Oui, mais sont elle est très erronée. friands. Oui, Ouais, bien sûr, ça flatte le désir de toute puissance. ouais, Mais bon, ça dit, j'y connais pas, je connais pas assez, hein. Je veux pas me lancer là-dedans maintenant. Il faut que ouais. on creuse un peu les arguments des uns des autres. On peut préparer ça une autre fois. Mais en un mot, tu vois, la première approche que j'ai, c'est que la question du stoïcisme a été, enfin, le stoïcisme, c'est un truc qui est passé à la trappe après le christianisme, quoi. Et quand ce que j'entends par christianisme, c'est pas seulement la foi, c'est le christianisme en tant que philosophie. Ça peut pas se limiter à une philosophie, entendons-nous, hein. Mais donc ça, tu vois, par exemple, Peterson, il présente le christianisme comme une philosophie. Il faut Oui, vivre comme si Dieu existe. T'es pas obligé que ça veut dire croire en Dieu. Bon, bah, lui, il est très. Mais il faut vivre comme si Dieu existe. C'est-à-dire qu'il y a une transcendance, il y a des choses au-dessus, et qu'on n'y arrive pas par sa propre force non plus. ouais. Voilà, en un mot. Or, le stoïcisme, ça conduit au désespoir, hein. Lorsqu'on réalise on n'arrive pas, on n'est pas à la hauteur de l'idéal. Alors, le christianisme ne donne pas sur le désespoir. Tu démarres pécheur. Là. Si tu n'as pas compris que tu es pécheur, que tu as besoin d'être Mhm. sauvé, que tu n'y arrives pas par toi-même, bon, ben, c'est pas la peine de commencer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est une idée qui est absente du stoïcisme. Enfin bon, peu importe. C'est un idéal très élevé. C'est comme le bouddhisme, hein. C'est admirable, là, mais c'est un cran en dessous, quoi, de ce à quoi le christianisme est parti. Mhm. Ouais, ouais, non, Je vais te c'est. parler d'une autre expérience que j'ai faite dans la nuit de vendredi à samedi. Ah, ouais. J'ai participé à un pèlerinage entre Rambouillet, dans le sud-ouest de Paris, Ouais. et Chartres. Euh, Chartres, le lieu là où il y a la plus belle église du monde, à mon avis. Ouais. La plus belle église du monde, c'est Chartres. Et c'est un sanctuaire marial et il y a une paroisse, enfin il y a un prêtre du diocèse de Versailles qui depuis 30 ans organisait, puisque là c'était la dernière fois qu'il organisait, depuis 30 ans il organise un pèlerinage un peu avant Noël, dernier week-end avant Noël, pour un pèlerinage donc nocturne. Et là cette année c'était rude, hein. Ouh là là là. Alors c'est 45 km, donc tu marches 45 km de 8 heures du matin à 8 heures du soir, pardon, à 7h30 du matin, Ok. avec des haltes, évidemment, parce que tu peux pas marcher 12 heures sans manger. Donc, l'effort physique est considérable. La plupart des gens font ça sans entraînement. On était 200 entre 2 et 300, je crois, autour de 200 cette année. Ok. Mais cette année, surtout, il faisait -7, -6, -7, plus sur les plateaux De la Beauce. de la Beauce. T'as un vent, donc ça augmente Ah oui. la sensation de froid. Et alors, il m'est arrivé Et puis surtout, c'était assez humide, hein, comme. alors, c'était très sec au début. Il y avait un ciel étoilé magnifique. On était accompagné par le baudrier d'Orion, là, comme ça, parce qu'on est dans la campagne, donc enfin, il y a quand même encore les lumières de la ville un peu au loin, mais ensuite elle s'efface et alors tu as un ciel étoilé superbe. Et Ah, mais puis, t'arrives à marcher dans le noir, en fait?
Bon, les gens ont des lampes frontales, hein. Ah, ok. Et puis Ça, j'aime pas. il y a des voitures qui suivent, qui accompagnent, donc ils sont Ouais, derrière ou devant, donc tu as souvent des éclats de phare d'accord. voilà, qui permettent de marcher. On marche la plupart du temps sur la route aussi, donc c'est un sol régulier. Il y a très peu de sentiers, malheureusement très peu, parce que c'est très douloureux de marcher sur le sur le bitume, hein. Dès qu'on peut, il faut savoir quand on marche, si on doit marcher longtemps, il faut le plus possible marcher sur le bas côté d'une route, dans l'herbe, sur la terre, parce que sur le bitume, en fait, nos pieds sont pas faits pour marcher sur le bitume. C'est Ouais. un sol tellement dur que Ouais, d'où ça t'abîme l'importance les pieds. de. Ouais, c'est encore une fois où où les gens qui proposent des chaussures barefoot, ils sont un peu. Enfin, je pense qu'ils disent pas exactement aux gens qu'il faut faire attention quand on marche longtemps sur le bitume. Ah oui, Pas on n'est adapté. pas Enfin, fait pour, hein. nos pieds sont pas faits pour. Il faut des chaussures des béquilles pour aider. Enfin, l'équivalent de chaussures béquilles. Et à 4 heures du matin, donc, enfin, il y a des étapes, environ toutes les heures et demie, 2 heures, on s'arrête. Et là, en plus, là, comme il faisait très froid, il fallait bouffer, mais on n'a pas arrêté de bouffer. Et puis, il faut boire énormément parce que dans le Et froid, on vous servait quoi? et alors, on nous servait des sandwichs, de la soupe à l'oignon, du thé, du chocolat, du café, Ok. des mandarines. Et à un moment, il y avait des bonbons. Euh, et puis surtout, il y a un système de voitures-balai pour récupérer les fragiles. Et moi, ça m'est arrivé. Moi, à 4 heures du matin, après une halte, le problème des haltes, c'est que quand tu marches, ton corps s'habitue à une Ouais. température. Tu te déshabillais un peu en marchant ou pas du Pas tout? du tout. Ah non, absolument pas. J'avais une espèce de tour de cou que je remontais très haut là pour couvrir mes oreilles, comme ça, tu vois, sous le menton. Et puis une casquette en laine. Et parfois, là-dessus, je rajoutais la capuche de mon espèce de veste, pas une veste polaire, mais enfin une veste un peu chaude. Et je pense que j'étais pas C'est assez cool une veste en isolation, comment? en synthétique et qui a 10 ans. Et je crois que le synthétique s'est écrasé et donc elle était plus assez isolante. Ça, c'est un Ok. problème. Cette veste est trop vieille. C'était pas du duvet. Ouais. Et Ouais. j'avais pas de coupe-vent. Ah oui, d'accord, ouais. Et donc, Et quand je t'avais marchais, des ça allait. sous-vêtements? J'avais des sous-vêtements. Oui, j'avais une grosse chemise en coton, une chemise très épaisse en coton et un pull marin en laine. Donc ça, Donc, mais pas de j'avais base pas de de. sous-vêtements thermiques. Non, Ah j'avais oui, pas pris de aucun. sous-vêtements Ah oui, thermiques. d'accord. Et t'avais un Mais en pantalon marche, en coton, je suppose. j'avais un pantalon en jean, ouais, j'avais un jean en coton. J'étais pas assez, j'avais beaucoup compté sur la tête, parce que je sais que c'est la tête Ouais. qui est 30% de la chaleur est perdue par la tête. Donc quand on se couvre la tête, on règle la plupart des problèmes. Mais j'étais pas assez couvert. Je me suis arrêté. Et Oui. t'es sûr que c'est pas plutôt de l'intérieur? Parce que je m'intéresse beaucoup à ces questions d'isolation ces derniers temps, parce que j'ai remarqué que j'avais très très froid. Je sais pas si c'est une maladie ou autre. Mais je sais que par exemple, un des problèmes qu'on réalise pas trop, justement quand on marche, quand on s'arrête, etc., c'est qu'en réalité, tu continues même s'il fait très froid à l'extérieur, en fait, ton corps, tu sues quand même. Et notamment, ces vêtements comme le coton, enfin, tu me parlais d'une sous-chemise, enfin, celle qui était contre ton corps, c'était une Elle chemise. aurait absorbé l'humidité. En fait, ouais, elle absorbe Mmh. l'humidité enfin, de ton corps et elle n'arrive pas À sortir. à sortir. Et du Peut-être. coup, tu te retrouves avec un peu ouais, l'intérieur qui est très très froid et même si tu as suffisamment de vêtements ou que tu fais de l'effort, Ouais, t'arrives pas. Ouais. c'est probable. Mais oui, Ce c'est sera, vrai, enfin, parce que bon, c'est risqué de faire un essai en double aveugle, mais j'aimerais bien savoir ce que ça donnerait avec des sous-vêtements thermiques ou des sous-vêtements en laine, ouais, j'ai comme fait ça une se fait. erreur là. J'ai certainement fait une erreur parce que je fais beaucoup de montagne en été et en hiver aussi. Et je me suis déjà retrouvé dans des situations en montagne de température bien plus Ouais. froide. Et j'ai jamais, même à ski, quand on descend, quand on monte, on fait l'effort, donc on a chaud. Mais quand on descend, on peut avoir très froid. Or, en montagne, je suis toujours avec des vêtements techniques, des laines, enfin des synthétiques qui permettent d'évacuer la température, l'humidité, voilà, enfin bon, les vêtements, La les Gore-Tex, sueur. des trucs comme Ouais. ça, les coupe-vents. Et là, j'ai pas utilisé ça. Et donc en montagne, j'ai jamais eu de problème d'hypothermie. Et là, je suis donc à 4 heures du matin, on s'est arrêté et ma température, soudain, j'ai commencé enfin, très rapidement
à avoir très très froid. Donc Et après en t'avais froid à un hypothermie, endroit particulier? tout le corps Ah j'avais pourtant la tête bien couverte et tout, mais je tremblais, j'avais du mal à, je tremblais comme ça quand je tenais un verre. oui. Ou une soupe, j'essayais de me réchauffer en buvant de la soupe, en buvant du thé chaud, etc. J'ai bu deux bols de soupe, deux ou trois thés chauds, et rien n'y faisait, rien n'y faisait. Et surtout, tu te mets à respirer très fort. Ah oui. Je fais, alors, évidemment, tu te refroidis encore plus parce que Oh la tu vache. augmentes les Ouais, échanges de ouais. froid, et donc tu t'accrois là en respirant très fort comme ça. Et en fait, Donc ça le sert à corps, rien d'aller courir, enfin, même en et faisant tu ça, n'en es pas capable, t'es pas Ouais, capable, t'es épuisé, t'es plus capable, t'as qu'une seule envie, c'est de te foutre en boule dans un coin. ouais. Et en fait, heureusement, j'ai signalé aux gens qui s'occupaient de Ouais. distribuer la bouffe. Je crois que je suis en hypothermie, il faut que vous m'aidiez. Alors, ils m'ont mis dans un camion, dans la cabine d'un camion. Ils m'ont donné une bouillotte que j'ai glissée sous mon pull, et donc ça a commencé à bien me réchauffer. J'ai mis une couverture en polaire au-dessus de moi. Ouais. Et puis ensuite, j'ai passé donc les 9 kilomètres suivants. Il y avait une étape de 5 et une de 4, et je les ai passés dans une voiture. Et puis à un moment, alors autre chose, quand on a très froid comme ça, parce que moi, je devais, tous les quarts d'heure, je devais pisser. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est un peu comme quand on fait, tu as déjà fait de la plongée. Non. Quand on est en plongée, ben, l'eau est froide, hein, même si tu as une combinaison. Et je crois que le froid, ça, c'est diurétique. Enfin, j'ai déjà remarqué ça. Je Ok. vais vérifier. Et donc, j'avais tout en pissé. Donc, j'étais dans la voiture, en train de me réchauffer. Et je pensais avoir chaud. Je me dis, tiens, je vais uriner. Je suis sorti. Et j'étais à peine dehors que je me suis remis tout de suite à trembler. C'était donc une demi-heure, trois quarts d'heure après avoir cessé cette hypothermie. Enfin, ces signes. Et j'ai dû mettre 2 heures en tout, quoi, et puis les 6 derniers kilomètres dans la nuit, là, je les ai fait sans problème, sans aucun problème. Et surtout Donc aussi, il y ils a m'ont un donné moment où une t'as... aspirine. Ah oui. Il y a un Ils m'ont moment donné où une t'as réussi aspirine à inverser. j'avais cru que je commençais à avoir des crampes. Il y a un moment où, Où t'as réussi en fait à récupérer la chaleur, etc. ouais, C'est ça? ouais, mais j'ai bien mis 1 heure et demie, 2 heures. Ça m'était Et jamais arrivé. tu Mais penses... ce que Ouais. tu me dis est très intéressant. J'ai fait une erreur de vêtements. Euh, cette chemise en laine, en chemise en coton très épaisse, c'était pas une bonne idée. Euh, le pull en laine ne suffisait Ouais. pas. Franchement, c'est difficile à dire. Enfin, moi, je suis extrêmement frileux de façon générale. À chaque fois qu'il y a des vêtements qui sont... C'est pas parce que disons, tu es très mince, c'est pas parce que tu es très mince et que t'as pas de couche de graisse. Moi, je suis un peu plus enveloppé. moi, je Donc, je suis sais pas. que Enfin, oui, je suis mince, mais en termes de masse grasse, je sais pas, je dois être à 15%, enfin, sur la balance en tout cas. C'est pas extra. Enfin, les gens qui sont vraiment très, très, très maigres, enfin, secs, sec. ils sont à 10, 12, 8. Bon, ça, c'est vraiment pour des cas exceptionnels dans les compétitions. Donc, c'est pas extrêmement sec. C'est possible. Moi, je pense que je dois avoir peut-être, je crois que c'est la maladie de Raynaud, hein, les problèmes de circulation dans les extrémités un peu. Quoique, parfois j'arrive à me réchauffer. Quand on a nos conversations ici, avant j'étais dans ma véranda à la fin, surtout parce que c'est pas chauffé, j'avais vraiment les extrémités très froides et ça me mettait du temps à me réchauffer. Mais là, par exemple, je suis pas fortement habillé, ça me va. Mais ça m'intéresse beaucoup de comprendre comment est-ce qu'on fait ça, parce que j'ai remarqué qu'au ski, surtout ces dernières années, j'avais très froid aux doigts très vite, alors que je porte souvent une paire de gants, plus une paire de sous-gants. Et donc là, cette année, j'ai décidé de m'équiper de mitaines. On s'était parlé de laine, là, de privilégier la laine, d'avoir une couche aussi de mitaines en cuir par-dessus, de façon à ce que je puisse avoir les doigts ensemble. Parce que j'ai remarqué aussi que c'était la séparation. Là, Mm. samedi ou dimanche dernier, je suis encore allé à la boulangerie le matin, il faisait -3. J'avais des gants en laine et j'avais les doigts frigorifiés. Et des gants épais, hein. Je sais pas, enfin, il y a un truc que je fais mal et je vois d'autres personnes qui sont qui arrivent vraiment avec des vêtements très simples enfin des vêtements très simples, pas tellement de couches, apparemment des vêtements bien pensés à justement
beaucoup mieux optimiser leur chaleur. Alors, je pense qu'effectivement, ton réflexe de la tête, tu portais des gants aussi ou... J'avais des gants en laine bouillie, donc Ok, ouais. ça allait. Et j'avais Mais la tête très le couverte. cou, je pense que c'est assez Oui. important aussi. Mais par exemple, la cagoule, ben, ça a un avantage et un inconvénient, c'est que tu vois, tu crées beaucoup de condensations et on voit notamment Ah oui, les gens qui... il faut pas avoir la bouche et le nez fermés, c'est Ouais. certain. Et par Tu peux exemple, être, on voit souvent que les gens qui sont l'arctique et qui portent ça, ils ont en fait toute cette partie-là qui est complètement gelée en fait, hein, parce que ça, l'air froid vient le... mais il y avait un des pèlerins avec nous qui avait une barbe, et à un moment, j'ai vu qu'il avait une sorte de stalactite là, sur la barbe, qui faisait vraiment très très froid, parce que pour que la Ouais. barbe gèle. Mais je pense qu'il faisait aussi humide malgré tout. Alors, oui, alors j'ai pas terminé, il a fait très sec au début, et ensuite au cours de la nuit, le ciel s'est couvert, on a commencé à avoir du brouillard, Hmm. et donc du givre, et alors nos vêtements étaient givrés, hein. On avait mon sac à dos à un moment était blanc Ah oui, ouais, c'est de ça. givre. Et Euh, parce qu'en fait, les températures négatives que moi j'ai, enfin, les moins 25 que j'ai vu quand j'étais en Pologne, ou qu'on voit aussi même quand on est dans les Alpes l'hiver, en fait, c'est très, enfin, bon, c'est rare, -25, mais c'est c'est dans des temps très secs, en fait. Et c'est vrai, ça n'a absolument rien à voir avec ces ouais, temps un peu, euh, enfin, océaniques, enfin, ces climats comme on peut en avoir en s'approchant de la Bretagne. Euh, je pense que c'est vraiment beaucoup plus difficile de. C'est pour ça que quand je regarde des chaînes de gens qui proposent justement des équipements de montagne, il y en a beaucoup qui sont en anglais et en fait, des gens qui sont en Écosse ou dans ce genre d'endroit. Et là, je pense qu'eux, ils doivent, ils doivent avoir bien compris comment s'habiller pour ce genre de climat dont tu parles. Parce que les autres, au Canada, dans le grand froid, en fait, et c'est pas même toutes les questions d'étanchéité, d'avoir des chaussures qui sont complètement imperméables, c'est pas si important que ça, hein. Une fois que la neige elle est qui fait -30, qui fait extrêmement sec, en fait la neige elle vient pas vraiment mouiller les chaussures ni rien. non, moi C'est un j'ai autre. marché avec des baskets, alors certes des baskets Gore-Tex, euh, mais très légères et pas chaudes, et il y avait même de l'humidité à l'extérieur à un moment, et j'ai pas eu froid un seul instant aux pieds. Ouais, Donc c'est parce que même si mais il y a des moments où je marchais dans l'herbe qui était pleine de givre ou même un peu des restants de neige, je crois qu'il y avait un peu neigé dans ce coin-là les jours précédents. Non, c'était pas les pieds, c'était pas du tout les pieds. Ouais. Enfin bref, alors, très belle expérience spirituelle parce que marcher la nuit, évidemment le symbole. Ma belle-sœur me demandait, mais enfin, pourquoi il faut marcher la nuit? Je dis, enfin, quand même, le symbole de la nuit, du passage de l'obscurité à la lumière, c'est quand même un peu assez évident l'incarnation l'illumination spirituelle, c'est ça. ouais, Euh, et puis marcher la nuit a un effet hypnotique, surtout quand tu marches des heures, parce qu'en fait tu n'apprécies pas le paysage, tu vois rien, et donc tu es plongé sur la lueur de ta lampe frontale ou les lueurs qui sont autour de toi, et donc très vite tu es dans un état second. mhm, Le temps passe extrêmement vite. C'est vraiment les heures passent à toute vitesse, les kilomètres aussi. Et donc, il y a un état spirituel. On pouvait se confesser aussi. Il y avait des prêtres qui marchaient avec nous. Ça aussi, c'est toujours une démarche importante, hein, un effort sur soi-même. Alors, d'humilité, parce que moi, j'ai fait l'expérience de la fragilité physique, ce qui m'était jamais arrivé ouais, à ce point-là. Maladresse aussi, hein, parce que j'ai dû être présomptueux sur la façon dont je me suis préparé à équiper. J'avais évidemment aucun entraînement spécifique, mais ça, bon, il y a plein de gens qui ont marché, qui ont fait ça. Mon fils de 14 ans a fait les 45 km d'une traite sans s'arrêter, enfin sans utiliser de voiture. Euh,
Et puis, arrivé à Chartres, alors ça, c'est sûr que Chartres, c'est une église extraordinaire. D'abord, on est arrivé sous le porche nord, Mhm. qui est assez profond, avec des colonnes qui découpent le porche en plusieurs profondeurs. Donc, c'est pas une simple ogive qui dépasse un peu, c'est bien plus profond que ça, avec toute une statuaire dont je suis pas sûr qu'elle soit très ancienne. Je pense que ça doit être des restaurations du 19e. Et donc, ça fait une sorte de maison. Donc, ça, c'est déjà Mhm. 7h30 du matin, on a ouvert l'église vers 8h moins quart, on est rentré dans l'église, et puis alors, les lumières étaient allumées. Et j'avais jamais vu Chartres restaurée, parce que Chartres était une cathédrale toute noire à l'intérieur, et elle a été pas complètement, parce qu'elle est encore en partie en travaux, mais décapée, rénovée, elle est devenue blanche, superbe. Euh, et fait ressortir les vitraux aussi, les couleurs des vitraux, parce qu'on a eu une messe donc à 8h du matin, et puis entre le début et la fin de la messe, le jour s'est levé. Alors c'était malheureusement pas un grand soleil, parce que le ciel était couvert, mais il y a eu de la lueur, et puis ces vitraux fabuleux qui sont à 20 ou 30 mètres de haut, là, qui se sont allumés petit à petit, qui découpaient la pierre et qui rehaussaient la pierre. C'était vraiment un spectacle superbe, hein, parce que c'est vivant en fait. Hein, ces œuvres d'art, elles vivent avec la lumière, l'heure du jour, et puis elles vivent aussi avec ce qui se passe dans le bâtiment. C'est pas un bâtiment mort. Il y a un culte qui s'y maintient. Il y a des chants, on chantait, donc on était 200 environ, et puis bon, des gens qui chantent avec beaucoup de chœurs, qui connaissent bien les chants, et donc il y avait un grand volume sonore Ouais. qui était un chœur de 200 personnes, donc c'était très, très fort. Euh, voilà, c'était malheureusement une occasion, je pense, qui ne se reproduira pas, parce que ce pèlerinage va s'éteindre, je crois. C'est très, très compliqué aujourd'hui d'organiser des réunions, des manifestations comme ça, parce qu'il faut faire des déclarations en préfecture, dans le commissariat de plus en plus complexes, et ça dégoûte absolument les organisateurs, ça dissuade beaucoup. Il faut avoir des plans de secours en cas d'intempérie, s'il y a une catastrophe naturelle, parce que vous mettez vos pèlerins, enfin bref. Donc c'est très compliqué. Et donc l'État, la police, la gendarmerie n'aiment plus ce genre de choses-là, et voilà, c'est ce qui sans doute mettra fin à ce pèlerinage nocturne que j'ai fait pour la première et sans doute la dernière fois. Enfin, ça veut dire rien n'empêche des individuels d'organiser ça. Hein, Oui. Bah, le Mais problème, bon, c'est il faut avoir la bouffe. Hein. Il faut avoir des hâtes. ouais, c'est ça, c'est surtout le C'est support compliqué. technique là, ouais, Ouais. qui a l'air compliqué. Moi, j'avais fait ça, mais je crois que c'était en mars, quelque chose comme ça. Et c'était dans le cadre du plus grand, enfin du pèlerinage de Chartres. Des étudiants Ouais, c'est ça, ouais, un peu au plus rameau. grand. Oh, Ouais. ouais, c'est ça, ouais, au Rameau. Mais alors, cette Ouais, je l'ai année-là, fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs et fois quand moi, j'étais étudiant. ouais, et moi, c'était donc, c'est ça, je sais plus, on nous avait parachuté à un endroit, et je crois qu'on avait dû se lever à 3 heures du matin. Mais à cette époque-là, bah, il y a plus de lumière en fait, et donc on est arrivé à Chartres. Au moment où on est arrivé, hein, il faisait carrément jour, et donc on n'a pas eu la marche la nuit a été beaucoup plus courte que ça, et puis c'était pas aussi épuisant, je dirais. Et puis en fait, moi le souvenir que j'en garde de l'arrivée à Chartres, c'est surtout cette énorme organisation. Il y a beaucoup de monde, parce qu'à ce moment-là, nous on rejoignait, comme nous on avait fait une partie plus courte, on rejoignait d'autres étudiants qui eux avaient fait le parcours classique. Et en fait, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que toutes ces questions d'organisation, à partir du moment où on est des milliers, parce que là, toi tu parlais de quelques centaines de personnes, je pense que c'est quand même plus gérable. Il y a un moment où ça commence un peu à dépasser enfin, à atténuer tout le côté spirituel et les petites expériences dont tu viens de me parler, le fait d'arriver, Ouais. de, de, de voir les choses au même endroit. Et je trouve que il y a un peu la qualité en fait décroît rapidement quand on Quand on commence est à dans être une beaucoup. foule, Donc oui. ouais. Et le pèlerinage dit Notre-Dame de chrétienté, celui qui a lieu à la Pentecôte, pèlerinage traditionnaliste de Paris à Chartres, qui regroupe 10 à 15 000 personnes, est aussi une organisation considérable. Je l'ai fait une fois quand j'avais 20 ans.
J'ai plus jamais voulu le refaire parce que s'il y a trop de monde, quoi, c'est désagréable. On perd la qualité de l'intimité en fait. L'expérience religieuse, elle peut être intime, un cœur à cœur, enfin surtout dans l'expérience chrétienne où c'est une rencontre de personne à personne, la personne du Christ avec la personne du croyant, une relation individuelle. Mais il y a également un côté religieux plus universel qui est le grand rassemblement, la communauté entière qui se rassemble et qui en grande masse vient monte à la cité sainte. Enfin voilà, c'est la vision qu'il y a dans l'Apocalypse. Mais moi, je suis plutôt il y a un grand saint anglais du 19e siècle qui s'appelle John Henry Newman, cardinal Newman, qui était un converti de l'anglicanisme, qui était devenu cardinal, euh, et dont la devise c'était Myself and my Creator. Donc moi-même et mon créateur. Mhm. C'est pas. Alors attention, ne trompons pas. Hein, il était très orthodoxe. Hein, il voulait pas dire que le christianisme, enfin que sa religion était uniquement individuelle et qu'il se fichait du reste. Mais ce qui compte d'abord, avant tout, et qui précède tout le reste, tout ensuite l'aspect social du salut, social de la religion, c'est la rencontre individuelle. Moi-même et mon créateur. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est pas I and my creator, c'est creator. C'est myself and my creator. Mhm. C'est moi-même. Ouais, Bref. c'est vrai que rétrospectivement, euh, que ce, se- lors de ce pèlerinage de Chartres, moi, je me suis pas vraiment senti pèlerin. Je sais pas pourquoi dans mon idée, l'idée que je me fais de la définition du pèlerin, ça implique certains éléments qui pour moi sont pas réunis, même si techniquement on est des pèlerins. Je pense que ça implique notamment bon, un effort peut-être plus long, mais aussi un peu plus intime. Je Oui, il faut pas je dis oublier pas d'être tout seul, mais dans un groupe plus restreint. Ouais. le sens original de peregrinus en latin, c'est étranger. Hein. Et donc, un Ah oui, pèlerin, c'est un étranger. Et donc, il faut faire l'expérience de l'exil, de l'étrangeté. Et elle ne se fait pas en quelques heures, quoi. Il y a ouais. il faut sans doute plusieurs jours d'abandon, hein, de dénuement aussi, dénuement physique à cause de l'effort, à cause du peu de quantité peu de possession matérielle qu'on en peut emporter avec soi, parce qu'on peut pas emporter beaucoup. Et puis de dénuement géographique, c'est-à-dire de passage de zones qu'on ne connaît pas à une autre. Et ça, les pèlerinages longs sur plusieurs jours, genre Compostelle, le permettent bien, parce que tu traverses des paysages très différents, ça change, tu te transportes sur une terre qui n'est pas la tienne, tu es un étranger, tu t'appelles. Hein. C'est c'est le sens original du mot. Et donc, il y a peut-être cet aspect-là à soigner quand on veut faire un pèlerinage de toutes sortes. Hein, d'ailleurs, c'est pas forcément religieux, ça peut être un GR, enfin un GR de plusieurs jours. Faire le tour de l'Oisans, c'est une forme de pèlerinage, c'est-à-dire un pèlerinage à la beauté de la nature, un pèlerinage à un culte rendu à l'effort physique, mais à l'ascèse, hein, l'effort physique au sens d'ascèse, pas de performance. Euh, voilà, il y a différentes. Bon, ça reste toujours des substituts de deuxième ordre, enfin des expériences pardon, de deuxième ordre par rapport au spirituel, au vrai pèlerinage spirituel, mais ça s'en rapproche. Enfin, c'est analogue. Enfin, c'était une bonne manière de préparer Noël et je suis très content Ouais. d'avoir fait. Et Non, puis d'y franchement, avoir c'est. emmené mon fils aussi à cet âge-là, ça marque, moi, même si.
Ouais, je connaissais pas ce pèlerinage-là et ouais, ça m'a bien fait envie. Moi, je trouve toujours que les choses qui font la nuit comme ça donne un côté d'autant plus exceptionnel et d'autant plus enthousiasmant en fait à tout ça. Euh, il y a quelque chose de, comme tu dis, d'extraordinaire à, à être debout quand les autres dorment, être donc un peu en décalage. Et je pense qu'aussi ça correspond, ça ajoute à ce côté étranger, c'est-à-dire que c'est étrange de marcher la nuit, c'est pas commun et donc ça nous met dans cet état second dont tu parlais et qui est vachement important. Ouais, on fait ce même genre d'expérience quand on se lève très tôt en montagne, quand on fait une course en montagne, en alpinisme ou à Exactement, ski, ouais. et qu'on doit partir très très tôt et qu'on quitte parfois au milieu de la nuit d'ailleurs, hein, ça peut être à minuit, le gardien du refuge te réveille et puis allez, on est dehors quoi. Et pour aller au Mont Blanc par exemple, parce que très très tôt, vers 2 heures, minuit ou 2 heures du matin, ça dépend des voies. Et, et puis on marche pendant 4 5 heures avant que le jour se lève, dans la nuit, avec parfois les lumières de la ville qu'on voit en bas, lumière des hommes, ou bien d'ailleurs pas de lumière du tout, on voit rien, on est très loin au fond d'une vallée, et on voit même plus le refuge, les lumières du refuge, c'est une expérience effectivement difficile à décrire, mais qui est très marquante, qui est unique. Peut-être que les marins qui font de la voile, je compare souvent l'alpinisme à la voile, hein, c'est le sport qui se rapproche le plus de l'alpinisme. Les marins en font le même genre d'expérience. Ah, à ce sujet, je recommande la lecture du dernier livre de Sylvain Tesson, Blanc. Ouais, Je sais pas si tu as lu, je te l'apporterai si tu, tu veux à Noël ouais, tu m'en as parlé, ouais. pour que tu le feuillettes. Il raconte ouais. J'en avais déjà parlé? Ouais, tu m'en avais parlé, mais pas lors d'une émission. Ah, ok, d'accord. Ouais. Non. Il raconte le trajet qu'il fait de Menton à Trieste, euh, en suivant l'arc des Alpes, l'arc alpin, à ski de randonnée. Alors, il ne le fait pas en une année, c'est pas possible, hein, parce que c'est 4 mois ou 5 mois de trajet à pied. Mais il fait ça en plusieurs années. Il fait 3 à 4 semaines à chaque fois. Quatre Et mois, ça pourrait presque se faire sur une saison, non? Enfin, même ouais, mais c'est je crois que faisable. l'effort Ouais, physique est considérable, hein. ouais. Oui, ça pourrait peut-être se faire sur une semaine. Mais bon, en tout cas, il fait ça par tranche de 4 5 semaines. Euh, et, et il a vraiment du talent hein, pour raconter. Alors j'ai relevé deux erreurs toponymiques. Ah oui. Euh, mais bon, pas très grave. Mais cela dit, je me suis dit que j'ai entendu une interview qu'il a donnée récemment sur Europe 1. Et la journaliste Sonia, je sais plus comment, une Tunisienne, lui dit enfin, le fait parler sur la toponymie et puis il s'étend beaucoup en disant oui, c'est très important, les noms des lieux, etc. C'est poétique. Mais bon, il se plante à deux moments sur des noms. C'est pas bien lu, je sais pas qui est. C'est là qu'on dit parfois, on a un petit doute sur le soin avec lequel le livre est écrit. Bon, voilà, personne. Il y a toujours des coquilles qui peuvent exister dans un livre. De toute Mais façon, bon, on a un dans petit les doute, mais ça Alpes, dit, ça n'ôte pas le talent. ouais, de toute façon, dans les Alpes, je trouve qu'un des avantages, c'est que très souvent les noms que tu utilises, ils vont être utilisés deux fois. Donc, je sais pas combien il y a de cols de la Forclaz et d'autres autres endroits comme ça qui sont des noms qu'on trouve pas dans le reste de la France ou de la Suisse, mais qui existent à plusieurs reprises. Et donc, en fait, j'ai l'impression que le Oui, en vocabulaire. l'occurrence, il confond le Saint-Gothard et le Saint-Bernard à un moment. Il est à Andermatt en Suisse, là, et puis il parle du col du Grand Saint-Bernard, Ah oui, bon, alors ça que c'est c'est le grave. Saint-Gothard. Et quand il passe au Mont Blanc, il fait presque l'ascension du Mont Blanc et il parle des aiguilles grises, des aiguilles rouges. Bon, bref, c'est mineur. Je suis un peu pédant de ce côté-là. Ouais.
Ouais, le Saint-Gothard, ça, je trouve que c'est quand même, c'est grave parce que Dommage de ne c'est, pas l'avoir cité, parce que c'est quand même un des grands cols des Alpes. ouais, et puis je trouve ça très symbolique. Enfin, en tout cas, le Grand Saint-Bernard, ouais, c'est incroyable comme endroit. Bon, moi, ça me fait envie de faire un truc comme ça, hein. À ski surtout, moi qui adore le ski. Ouais. Mais on peut repartir de Menton et suivre ses traces. Hein. Je me suis amusé, puisqu'il part de Menton. Mais ouais, mais enfin, mon temps il part après parce que nous on avait fait cette Non, non, partie-là. mais lui, il part de Menton. Il part de Menton même. Alors, il marche avec les skis sur le dos pendant une journée, je crois, ou une journée et demie. Ah oui? Pas tant que ça, en fait. Hein. Et Ok. très vite, Parce t'arrives à que la nous on neige, en avait fait. fait Nice et puis Saint-Étienne-de-Tinée, c'est ça, en Voilà, on avait pris autocar. un bus jusqu'à Saint-Étienne-du-Tinée. Il y avait Et ça, 3 heures de bus. ouais. Donc ça c'est plus d'une journée, non? Il y a plusieurs jours pour arriver à Saint-Étienne-du-Tinée. Ouais. Lui, il passe pas par Saint-Étienne-du-Tinée. Il est un peu à cheval sur la Ah oui, frontière ok. italienne, française, enfin la frontière entre la France et l'Italie. Une fois, il passe en Italie, une fois, il est en France. Donc, il suit un peu la frontière, mais son itinéraire est très bien documenté. Et donc, c'est facile de le reprendre. Il y a des endroits où il ne faut pas passer parce que c'est très dangereux. Et lorsqu'il traverse le massif du Mont Blanc, il se retrouve à des moments à faire des rappels, à des cols. J'ai regardé l'itinéraire, le détail de l'endroit où il passe. Je me suis dit, mais mon Dieu, il était complètement cinglé. Et Pourquoi est-ce qu'ils il sont a un passés par guide, là? hein. Il y a d'autres cols beaucoup plus simples pour faire Ouais, ça. Bon, ben, il est avec un guide, ouais, mais le ouais, guide, tu sais, un guide, ouais. c'est pas toujours, c'est pas la Non mais garantie de la survie, hein. oui, et puis surtout un guide qui te suit sur tout cet itinéraire, parce qu'un guide généralement il a un massif, et puis C'est ça. ouais, il peut pas prétendre Non, non, tout connaître. il connaît pas tous les endroits. Et là, il passe un col très spécifique entre la France et l'Italie, près des Grandes Jorasses. Enfin, c'est pas dans les Grandes Jorasses, mais c'est un peu à côté. Oh, disons, quelle drôle d'idée, pourquoi ils sont passés par là. Bref. Mais sinon, tous les idées d'itinéraire, en France en particulier, hein, après Briançon, en remontant vers la Vanoise, là, c'est super, hein, j'aime pas l'idée. C'est effectivement c'est un bon guide, hein, il faudrait le refaire. Il faut suivre ce Ouais. bouquin et refaire le tour. Même en Suisse et en Italie et en Autriche, là, il y a des très beaux, des coins que je ne connais pas du tout et qui ont l'air certainement moins fréquentés que ceux qu'on connaît habituellement. Et il faudrait peut-être aller par là-bas dans les années qui viennent. On pourrait se faire ça. Ouais. Ouais, j'y crois pas trop. Enfin, c'est pas parce que nous on connaît pas que c'est pas connu. Enfin, parfois j'ai découvert ça en explorant les Alpes que parfois on idéalisait un peu les coins qu'on connaît pas. Mais bon, ça reste quand même magnifique. Moi, j'ai chez moi une très jolie carte en relief assez rare qui montre tout l'arc des Alpes. Ça fait un peu une aile comme ça. Euh, et, euh, et donc c'est vraiment c'est impressionnant de voir la taille. Et effectivement, le fait que l'Italie en fait occupe quasiment toutes les Alpes. Enfin, c'est le pays où il y en a le plus. Et c'est très très impressionnant.